Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, un détour pour la Révolution, génération anticolonialiste. En 1930, l'armée française écrase dans le sang la mutinerie d'une garnison indochinoise à Yen Bay. Presque au même moment, la Ligue communiste vient de naître. Et l'un des actes fondateurs de cette première et minuscule organisation trotskiste est d'ouvrir toutes grandes les colonnes de son journal, La Vérité, au célèbre leader indochinois Tatu Tao, et d'organiser à Paris, avec lui, une marche de protestation contre cette répression d'une férocité inouïe. 25 ans plus tard, la rébellion coloniale apparaît aux trotskistes comme l'option de la dernière chance. En effet, si la Seconde Guerre mondiale n'a pas provoqué la révolution européenne, pourtant annoncée par Trotsky lui-même, si elle n'a pas non plus entraîné l'éclatement du bloc stalinien, malgré le soubresaut yougoslave, du moins a-t-elle révélé que les vieilles puissances impérialistes n'étaient pas sans faiblesse. Cela, les peuples colonisés l'ont parfaitement compris. Eux qui se révoltent aux quatre coins de l'Empire, de Saïgon à Tananarive, en passant par Sétif. C'est alors que s'ouvre un nouveau chapitre de la saga trotskiste, écrit par une génération de militants qui, pour la plupart, n'ont connu ni la terreur stalinienne, ni la barbarie fasciste, et qui naissent à l'indignation politique par solidarité avec les damnés du tiers-monde. Ouvrier aux usines Renault, Henri Benoît fait partie des trotskistes fortement marqués par l'occupation, mais qui, au soir du 8 mai 1945, insisteront déjà moins sur la libération de la France que sur le massacre colonial de Sétif. Henri Benoît. Je suis de la génération de ceux qui sont des trotskistes qui n'ont connu que la minorité et qui se sont construits dans l'isolement et dans des périodes de recul ou de fascisme. Pour moi, la révolution, c'est pas la fête. Ce qui nourrit mon envie de révolution, c'est quand même la libération des pauvres. Entre 1944 et 1945, le journal des trotskistes, La Vérité, n'avait pas le droit d'être publié. Mais néanmoins, je faisais, en tant que participant du rayon, on appelait ça encore les rayons dans le 18e Saint-Ouen, je faisais la diffusion au métro Barbès pendant toute la matinée avec d'autres camarades, et ensuite nous circulions dans la Goutte d'Or et nous vendions les journaux dans les bistrots algériens pour la plupart, ou maghrébins, dans lesquels nous avions toujours à l'époque des titres qui portaient sur l'indépendance, soit de l'Algérie, soit faisant référence, n'est-ce pas, à la lutte qui était menée dans d'autres pays contre le colonialisme. Et nous avions une certaine audience, n'est-ce pas, et ce journal, on arrivait, dès lors qu'on avait un bon titre et une bonne photo, en première page, on le vendait. D'abord militante du PSU, ou Parti Socialiste Unifié, et aujourd'hui porte-parole de Lutte Ouvrière, Arlette Laguiller est venue à l'engagement politique au moment de la guerre d'Algérie. Arlette Laguiller. Moi, j'ai 14 ans en 1954, début de la guerre d'Algérie, donc à partir de, disons, 16 ans, quoi. Ce qui se passe en Algérie me travaille beaucoup, ainsi que un peu les jeunes de ma génération, surtout les garçons d'ailleurs, qui savent qu'ils vont partir pour faire 28 ou 30 mois là-bas. Donc je m'intéresse à la politique comme ça, quoi, en lisant je sais pas, les articles publiés l'Observateur ou l'Express sur la torture, des choses comme ça, quoi. Et tout ça, ça va traîner quand même comme ça, sans vraiment rien faire de spécial jusqu'en 1960. Bon, là, il y a la manifestation des étudiants contre la guerre d'Algérie et pour l'indépendance du peuple algérien, octobre 60. Donc, avec quelques personnes de l'agence du Crédit Lyonnais dans laquelle je travaillais dans le 18e à l'époque, on décide d'aller à cette manifestation, bien que ce soit une manifestation étudiante.
Et puis là, il y a pas mal de monde. La police charge. Enfin, il y a pas mal de coups. Un de mes camarades de mon agence, qui est un vieux militant du Parti socialiste d'ailleurs, et m'a traqué. Enfin, il y a tout ça qui fait que le soir, je rentre, je me dis cette fois ça suffit. Je vais quelque part, je sais pas où. Je vais aller au PSU. Ils étaient là, ils étaient à la manifestation, ils l'ont soutenu. Ils avaient l'air d'avoir envie de faire quelque chose pour que les Algériens aient leur indépendance. Donc je vais aller au PSU, voilà. Mais c'est vrai que c'est alors que je suis pourtant d'une famille pauvre, que je dois vraiment travailler à 16 ans parce qu'il n'y a pas d'argent à la maison, enfin tout ça, je suis indignée par les injustices sociales, mais ce qui me motive le plus, c'est vrai que c'est ce problème de la guerre d'Algérie. Et c'est seulement, justement, en connaissant les trotskistes que je vais faire un lien un peu avec tout ça, avec la société quand même divisée quand même en deux classes principales, etc. Tout ça vient peu à peu, mais c'est vrai que c'est le moteur de l'engagement politique, il est plus finalement politique que social, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire peut-être pour quelqu'un qui travaille et qui a du mal à joindre les deux bouts. Futur fondateur de la JCR, ou Jeunesse communiste révolutionnaire, ancêtre de l'actuelle LCR, Alain Krivine a commencé par rejoindre l'organisation de jeunesse du Parti communiste français. Alain Krivine. Généralement, on est gagné sur 1 ou 2 points, et très vite, étant donné le caractère complètement minoritaire du mouvement, très vite, à partir de 1 ou 2 points, comme on disait souvent, on tire une ligne qui rejoint tous les points et on cherche immédiatement une analyse globale. Et dès qu'on a ce bout d'analyse globale, on est gagné. Moi, ça a été tout bêtement la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, j'ai été envoyé dans une délégation officielle au Festival de la jeunesse de Moscou. J'étais donc un des meilleurs jeunes communistes, un des meilleurs vendeurs de leurs canards. Donc j'ai été récompensé par mes pairs et j'ai été envoyé au Festival de la jeunesse à Moscou tout simplement, mais complètement stalinien. Et là-bas, j'ai rencontré la délégation algérienne clandestine du FLN. J'ai voulu imposer une réunion commune avec la délégation des jeunesses communistes. Ils voulaient pas, ils trouvaient que c'était très dangereux, que c'était des clandos, il fallait pas rencontrer des clandestins, puis qu'en plus ils faisaient du terrorisme, qu'on serait mal vu en France, etc. Enfin, tous les arguments classiques. Et donc, quand je suis rentré en France, la seule chose que je voulais faire, c'était aider le FLN, mais je voulais pas rompre avec le parti. Et donc, je suis tombé dans les réseaux de soutien au FLN. Là, c'est pour des raisons familiales, par le biais de mes frères, qui eux étaient déjà trotskistes sans que je le sache. C'est salantrisme. Et disons, c'est au bout d'un an et demi, que je me suis aperçu que le réseau dans lequel j'étais, enfin, qui était une nation de jeunesse clandestine qui s'appelait Jeunes Résistants, était en fait dirigé en partie par des trotskistes. Mais je veux dire, c'est venu à travers un élément, la révolution coloniale. Puis après, tout est venu en grappe. Aujourd'hui sénateur et figure dirigeante du Parti socialiste, Henri Weber fait également partie du premier cercle fondateur de la JCR, ou Jeunesse communiste révolutionnaire, en 1966. Henri Weber. Nous sommes venus en politique au plus fort de la guerre froide, au plus fort des guerres coloniales, des guerres d'émancipation des peuples anciennement colonisés, qu'il s'agisse, en ce qui nous concerne, de ceux d'Afrique du Nord, et notamment le terrain de notre politisation était la guerre d'Algérie, ou bien ce qui se passait en Amérique latine, en Asie, dans l'ensemble des anciens empires. C'est-à-dire qu'après le péché fasciste et nazi d'une grande partie de l'Occident, il y avait le péché colonial et les guerres dans lesquelles ces pays étaient engagés. Donc un rejet de cette société qui, après avoir porté 2 guerres mondiales, une crise économique terrible, celle de 29-33, plus le nazisme et les fascismes, après cette Seconde Guerre mondiale, s'engageait dans un mouvement de répression extrêmement violente et en dépit des principes qu'elle proclamait elle-même contre des millions d'hommes du tiers-monde. Donc, impossibilité d'adhérer à cette société, rejet, refus, et donc grande sensibilité
au discours critique radical sur ces sociétés. Et puis impossibilité aussi d'adhérer aux forces qui la contestaient, qu'il s'agisse du Parti communiste, du mouvement communiste, ou qu'il s'agisse de la social-démocratie. Pour ce qui est du Parti communiste, nous étions tout de même assez informés pour savoir ce que c'était que ce qui se passait là-bas. Nous sommes d'une génération qui est après le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, après le rapport Khrouchtchev. S'agissant de la social-démocratie, c'était le Parti socialiste, c'était la SFIO monétisée, qui incarnait tout ce que la jeunesse vomissait en politique, c'est-à-dire la compromission avec le système colonial, les prébendes, enfin... là non plus, il n'y avait pas d'attrait. Moi, quand j'étais au lycée, en seconde, en première... j'étais au lycée Jacques Decour, à métro Anvers, à une station de métro Barbès, on torturait dans les commissariats. C'était à une station de métro. Plus tard, professeur de philosophie, Pierre Dardot devient trotskiste au début des années 70. Il milite d'abord quelques années avec la LCR, avant de rejoindre l'OCI, ou Organisation communiste internationaliste, fondée par le groupe Lambert. Pierre Dardot. Les préoccupations internationalistes ont joué à cette époque-là, enfin dès le début, un rôle absolument déterminant. C'est-à-dire l'engagement, pour ma part, le plus important, ça a été l'engagement contre la politique américaine au Vietnam. C'était lié aussi à peut-être à des rapports à l'intérieur de la famille qui étaient assez tendus, puisque mon père était un officier de carrière qui avait fait l'Indochine, l'Algérie, etc. Mais j'étais extrêmement sensible à ça, et donc je me suis engagé finalement à la Ligue. Ça a provoqué des tensions dans la famille qui ont duré quelques années. Je me souviens très bien que je lisais donc l'hebdomadaire de la Ligue Rouge, et que j'en avais un certain nombre d'exemplaires dans ma chambre, et que un jour il est arrivé qui m'a surpris en train de les lire, de même que j'avais par exemple les ouvrages de Daniel Guérin sur l'anarchisme ou sur la Révolution espagnole, et je me souviens très bien de sa réaction qui était une réaction finalement assez compréhensible de son point de vue, une réaction extrêmement furieuse, colérique. C'est une remise en cause de tout ce qu'il avait pu faire, sans doute lui-même, en tant qu'officier à l'époque. Donc je me construisais un petit peu en contre par rapport à mon père et à ses choix. Mais j'ai mesuré ce que ça signifiait, et puis je l'ai fait de façon finalement assez consciente pendant quelques années, avec ce que ça impliquait, c'est-à-dire couper les ponts. Voilà. Actuellement directeur des rédactions au quotidien Le Monde, Edoui Plenel rejoint la Ligue communiste, lui aussi, par révolte contre les crimes coloniaux, en 1969 et à l'âge de 17 ans. Edoui Plenel. Pour moi, la politique est une question vécue en famille, mais comme une dissidence, c'est-à-dire que c'est la figure paternelle. Mon père était un agrégé, quelqu'un qui fuit la France de l'après-guerre, la France il trouve petite, étroite la France. Il découvre donc le colonialisme en Algérie dès 1945. C'est un gros choc quand il est professeur au lycée Bugeaud à Alger, qui est aujourd'hui le lycée Abdelkader. Après, il va vivre à l'étranger, puis il revient en France, et puis là, il réétouffe en France. C'est à Nantes, dans le début des années 50. Et là, il est nommé aux Antilles, en Martinique. Il découvre donc cette réalité coloniale. Alors, on est dans les années 50, il y a la guerre d'Algérie qui se poursuit de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, il y a la révolution cubaine qui intervient en 59. Et l'histoire est la suivante, c'est qu'il y a en résonance avec la révolution cubaine, il y a les premières émeutes qui vont marquer le début d'un mouvement autonomiste, voire indépendantiste aux Antilles. C'est en décembre 59, c'est des émeutes qui démarrent sur un incident raciste, un accident d'automobile qui tourne mal, donc il y a une émeute populaire, et en fait la garde mobile ou les CRS, je ne sais pas, tue 3 jeunes, dont un lycéen qui s'appelait Marajo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, personnellement ? Ça veut dire que moi, dans mes souvenirs d'enfance, je me souviens, en 63, le jeudi après-midi, puisque les classes, c'était pas le mercredi après-midi, il y avait la grève des mineurs, et j'étais gamin, et mon père m'emmenait voir les gens de l'OJAM, l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. Ils avaient été arrêtés, accusés de complot contre la sûreté de l'État. Ce sera un procès devant la Cour sûreté de l'État. Ça a accusé, peut-être en avait-il rêvé, mais c'était
c'était une histoire de gamin, de vouloir faire un maquis sur un des pitons du Carbet, sur cette petite île, mais quand même, ils vont faire quelques années de prison, ils vont être devant la Cour de l'État. Donc avec mon père m'emmenait les voir, ils avaient le statut de prisonnier politique. Alors je me souviens, j'étais gamin, je voyais le département des mineurs ou division des mineurs, et je pensais qu'on mettait les mineurs, ceux qui faisaient grève, en prison. En fait, c'était les mineurs, les gamins, bien sûr. Bon, c'était le statut de prisonnier politique, très, très confortable, hein. Les cellules étaient ouvertes et ils pouvaient discuter, ils pouvaient jouer au volleyball dans la cour, hein. Mais voilà, donc moi j'ai été bercé là-dedans, je ne peux pas dire autre chose, c'est-à-dire que je suis sensible à la question coloniale, à la révolution cubaine, j'ai grandi dans les Caraïbes, je suis au fond totalement imbriqué à cette histoire-là. J'ai un regard donc critique sur la gauche officielle française, qui est dominée par le PCF à l'époque, hein. C'est comme ça qu'on le voit, c'est au fond l'institution intellectuelle, politique de la gauche est dominée par le PC. Et donc, voilà comment emboîter tout ça. Eh bien, une organisation qui à la fois est née de la lutte anticoloniale et a trouvé un fil d'histoire lui permettant de comprendre la critique de ce qu'elle critiquait, de ce qu'elle dénonçait, c'est-à-dire du PC, de ses renoncements, etc., dans la critique du stalinisme, dans l'héritage de ce qu'était le combat du trotskisme, eh bien, tout s'emboîte, tout devient lumineux. Pour moi, je ne deviens pas militant trotskiste français. La France est un hasard dans mon histoire. Au fond, j'ai grandi aux Antilles, enfant, j'ai passé mon adolescence en Algérie. Et voilà, j'insiste sur cette idée texte et contexte. Pour moi, l'engagement politique, c'est à la fois une révolte et une histoire. S'il n'y a pas la révolte, il y a évidemment la carrière, l'opportunisme, les ambitions personnelles. Il n'y a pas les idéaux. On a ça sous les yeux tout le temps, hein, dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. Mais s'il y a la révolte sans l'histoire, ça tourne court. Et on a eu ça sous les yeux. Pour moi, quand j'ai commencé à vivre à Paris dans les années 70, les maoïstes, c'était ça pour moi. Donc la chance pour ceux qui de ma génération ont croisé ce trotskisme-là, c'est de nouer cette révolte à une histoire. Mais ce qui est important, c'est la révolte originelle. Et la révolte originelle, elle a pour moi... Enfin, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Je pense qu'après Vichy, après la collaboration, l'événement dominant qui surplombe encore de la politique française, c'est la guerre d'Algérie. Donc, pour moi, qu'est-ce que c'est la Ligue ? La Ligue, c'est l'organisation qui est composée de gens qui ont essayé de structurer, de rationaliser, d'enraciner dans l'histoire de notre continent et des débats politiques une révolte qui s'identifie à quoi ? À la révolution coloniale. Son point de départ, c'est ce que nous appelions dans notre langage la révolution coloniale. Et tous les itinéraires de militants que l'on peut reprendre de ces époques-là, quand ils rompent avec le PC, quand ils sont recrutés, etc., c'est la guerre d'Algérie, c'est les porteurs de valises, c'est l'aide à des Vietnamiens, et c'est les voyages à Cuba, c'est... Pour moi, la clé, elle est celle-là. Et s'il n'y avait pas eu ça, moi, je ne serais jamais venu dans cette organisation-là. Je n'aurais pas pu m'y retrouver. C'est le fait d'avoir, chose que je rappelle, principe que je rappelle, cette idée qu'on peut être, dans les pays les plus développés, avoir le plus beau programme et le plus bel héritage, que néanmoins, les colonisés ont le droit à l'autodétermination, et c'est à eux de choisir les voies de leur autodétermination. Et s'ils la choisissent bêtement et avec des directions pas démocratiques, on le dira et on critiquera, mais c'est pas à nous de le faire à leur place, hein, et que leur droit est un droit entier. Toujours figure dirigeante de l'actuel LCR, Jeannette Abel devient trotskiste moins par strict léninisme prolétarien que par enthousiasme pour les textes politiques de Che Guevara, qu'elle ramène dans sa besace après un long voyage à Cuba. Jeannette Abel. À Cuba, j'ai été très liée sur le plan politique à l'entourage du Che, de Guevara, et le fait
que un secteur de la jeunesse étudiante ait repris le Che comme image, en particulier à partir de sa mort. C'est moi qui parle à la Mutualité. Il y a un très grand meeting qui était plein à craquer, avec un immense hommage. On a la musique, c'était l'hymne aux morts de la Révolution russe de 1905. Il y a eu une coïncidence à un moment, j'ai retrouvé une partie de ce qui avait été mon expérience à Cuba, je l'ai retrouvée dans la gauche de ce secteur lettres de l'UEC, dans la gauche étudiante, et c'était juste avant 68. Et l'Amérique latine apparaissait comme un phare à cause des guérillas, et puis parce que la révolution cubaine, à ce moment-là, a un souffle formidable. Elle apparaît comme une révolution qui est le contraste total. Alors, il y a toujours l'image des barbus avec leur collier de perles, mais elle est le contraste total avec cette espèce de socialisme fossilisé, caricatural, les Brejnev, leurs chapeaux sur la tête, les défilés sur la place rouge, etc. On a l'impression qu'il y a un renouveau du socialisme. Bon, et pour la jeunesse à ce moment-là, il y a un phénomène de génération. Et c'est cette coïncidence qui progressivement fait que j'ai retrouvé la Ligue, mais sans cette coïncidence, j'aurais certainement pas adhéré à un courant trotskiste particulier. C'est pas sur la base des traditions du mouvement trotskiste que je suis rentrée, absolument pas. Mais pour moi, le trotskisme avait un aspect même monstrueux, parce que les souvenirs que j'ai très précis, je faisais des topos sur Cuba, sur ce qui s'est passé à la révolution cubaine. Alors, LO était très peu présente. Ceux qui étaient très présents dans les assemblées générales, c'était les lambertistes. Et alors là, c'était... Alors, je me rappelle encore Chisret, qui, bon, paix à son âme, qui est mort depuis, qui était un dirigeant étudiant. Alors, camarades, et les soviets à Cuba. Bon, évidemment, il n'y avait pas de soviets à Cuba. Et je les regardais un peu comme des zombies et comme des types même horribles, parce que Cuba, à ce moment-là, sortait de les attaques américaines, les interventions militaires, les agressions. Toute l'Amérique latine était complètement à moitié à feu et à sang. Il y avait des débuts de révolution, ou en tous les cas des conflits extrêmement graves. Il y avait une question nationale brûlante, de souveraineté nationale, et il y avait des types là qui étaient là. On avait d'un côté le petit livreur rouge avec les Mao, et les lambertistes de l'autre côté répond si oui ou non il y a des soviets. Bon, lutte ouvrière, c'était les petits bourgeois qui dirigeaient la révolution. Alors bon, le discours de LO sur Cuba, c'était quelque chose. On avait envie de mourir de rire, parce que c'était une telle méconnaissance de la réalité cubaine. Donc pour moi, tout ça n'avait strictement aucun sens. Or, par contre, la Ligue, oui. Issu d'un milieu très politisé, puisque sa grand-mère était anarchiste et son père communiste, François Sabado a rejoint la JCR en 68 et à 14 ans, et il est encore aujourd'hui l'un des principaux leaders et l'homme à tout faire de la Ligue communiste révolutionnaire, ou LCR. François Sabado. Mon adhésion au trotskisme m'est passée comme une bonne partie de toute cette génération à l'époque, même si j'étais jeune. Et ça, c'est lié peut-être à mes origines espagnoles et antifranquistes, le milieu un peu antifranquiste dans ma famille, par le Che, par Guevara. Ah oh là. Donc avant d'être trotskiste, j'étais guevariste. Le trotskisme comme internationalisme à l'époque, c'était ça qui m'attirait le plus par rapport le PC, les JC, je les jugeais molles à l'époque. Les maoïstes trop nationalistes, le socialisme dans un seul pays, tout ça, c'était ça m'attirait pas. Donc c'était cette vision de l'internationalisme, la solidarité avec les peuples, voilà. Et donc le trotskisme apparaissait comme un guévarisme conséquent en Europe. Je prends le premier bouquin que j'ai dû lire, c'était les discours sur la révolution de Castro, le socialisme et l'homme du Che, et puis l'État et la révolution. Voilà. D'un point de vue substantiel, c'est l'identification avec des révolutions vraies. Alors que d'autres courants trotskistes analysaient les courants qui dirigeaient des révolutions effectives comme des petits bourgeois, parce qu'il ne pouvait y avoir que de révolutions dirigées par les partis de type trotskiste ou bolchevique. Bon, nous, on avait des révolutions qui avaient lieu et avec des directions qui faisaient ces révolutions. Donc c'était ça, c'était cette identification que la Ligue a toujours eue, y compris avec des illusions sur certaines directions révolutionnaires, a posteriori. Mais à l'époque, c'était un enthousiasme total, quoi. Et puis une identification. Pour vous donner un exemple très concret, la première fois où j'ai été arrêté par la police, j'avais 15 ans, et j'ai été arrêté parce que j'avais vendu le journal Rouge à la sortie du lycée. C'était interdit. Mais j'avais sur moi des billets de solidarité avec la Bolivie.
Et la campagne de solidarité avec la Bolivie à l'époque, c'était une campagne financière pour acheter des armes aux guérilleros boliviens. Et donc, si vous voulez, l'idée... C'est pour ça qu'il y a une certaine continuité. Et chez moi, c'est peut-être plus... Il y avait l'idée des brigades internationales. Mon père avait fait les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Bon, donc il y avait cet aspect-là, internationaliste, très profond, et identification révolutionnaire. Donc plus tard, moi, en 79, je suis parti au Nicaragua pour connaître la révolution sandiniste, un des premiers, juste après la prise du pouvoir en juillet 79, à prendre contact avec les sandinistes pour la 4e internationale, avec des camarades espagnols et israéliens. À l'époque, je me rappelle, on avait été à Managua et au Nicaragua. Bon, bref, il y a ça dans ma vie militante, il y a le fait de même quelquefois avec peut-être des illusions, mais de chercher cette révolution. C'est que pour le mouvement ouvrier originel, pour Marx, pour Engels, même pour Lénine et Trotsky, le centre révolutionnaire, c'était les pays dits développés, pays impérialistes. Bon, et le siècle montrait que, d'abord avec la révolution russe, et ensuite avec les révolutions chinoises, vietnamiennes, cubaines, algériennes, et il y a eu ce que certains trotskistes ont appelé un détour de la révolution. Alors, est-ce un détour ? Est-ce la voie historique du processus révolutionnaire ? On peut parler de détour pour la révolution, mais ces choses-là étant dites, on avait donc des révolutions qui étaient des révolutions avec des spécificités nationales, des particularités nationales, avec des faiblesses, avec des limites, mais ça n'en demeurait pas moins des processus révolutionnaires qui transformaient la société. Mais je pense que je regrette pas. Je pense qu'on n'a pas à regretter. Je pense qu'aujourd'hui, on serait plus équilibré, plus mesuré dans nos analyses. L'histoire n'est jamais écrite. Il y a des possibles. Et là, il y a eu des moments où il y avait des bifurcations, où il y avait des possibles révolutionnaires. Écoutez, même quand vous voyez dans le siècle, vous relisez certains textes du Che, par exemple, aujourd'hui, vous dites que quand même, c'est pas mal, quoi. Des choses, dans toute la grisaille politique, théorique du mouvement ouvrier stalinien, social-démocrate, malgré toutes ces limites, il y a eu des éclairs comme ça, des éclaircies révolutionnaires. Et il fallait les saisir à pleine main.